naturels en lien avec l'agriculture. Et une partie de mes recherches porte sur le lien entre climat et conflits, plus particulièrement les guerres civiles en Afrique subsaharienne. Donc la question que je vais traiter ici, je vais essayer de développer, elle est assez précise. La première question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il existe un lien entre changement climatique, ou plutôt variation climatique, insécurité, instabilité politique et conflits, notamment les guerres civiles. Et je vais essayer d'expliquer d'illustrer certains des mécanismes qui sont à l'œuvre dans cette relation, si elle existe. Mon intervention se base sur des études quantitatives qui visent à montrer des relations de cause à effet entre les variations climatiques et le conflit. Je ne vais pas parler ici d'une quantité très importante d'études plus qualitatives de terrain. Donc avec le réchauffement climatique, on pense que le monde va devenir plus violent, ça certains le pensent, et que l'Afrique pourrait bien être le continent le plus affecté par les impacts du changement climatique. Dans les années 80-90, la pauvreté a augmenté drastiquement sur tout le continent en Afrique. Et depuis les années 2000, les choses semblent changer. La croissance est très forte et les revenus s'élèvent à des niveaux supérieurs à ce qu'ils étaient dans les années 80. Et la pauvreté recule. Donc pour le contexte, encore un élément, comme la Chine et l'Inde, l'Afrique prend de l'importance dans l'économie mondiale. Beaucoup d'investisseurs se bousculent, beaucoup d'investisseurs chinois par exemple. Mais il y a un problème majeur qui menace et qui pourrait, face à ces espérances économiques, c'est le changement climatique. Donc c'est cette menace dont je vais parler. Et on sait que les scientifiques du climat, on va dire, pour aller très vite, prédisent que dans 40 ans, la température mondiale pourrait augmenter de 2 degrés Celsius en moyenne, si on ne change rien, et peut-être même plus. Donc ça peut paraître peu, mais ça cache des variations très importantes dans le monde et des zones déjà fragiles pourraient être affectées de façon importante. Et cette petite augmentation, entre guillemets, de 2 degrés, pourrait avoir des conséquences importantes à certains endroits du globe. Les scientifiques pensent que ce phénomène sera particulièrement important pour l'Afrique, et notamment parce que les économies africaines sont centrées sur l'agriculture. La majorité de la population travaille toujours dans le secteur agricole. C'est un fait très important pour le lien entre le changement climatique et l'économie africaine. Donc l'agriculture africaine est toujours très dépendante de la météo, aussi parce que les systèmes d'irrigation n'existent pas toujours. Et elle est particulièrement vulnérable aux problèmes de sécheresse par rapport à d'autres régions du monde. Donc la question c'est est-ce que le changement climatique va, dans le futur, entraîner des conflits en Afrique et anéantir le développement économique du continent? On ne peut bien sûr pas répondre à cette question de façon certaine, mais les preuves empiriques basées sur des données passées suggèrent fortement que la réponse est oui. Les variations climatiques ont un impact sur l'occurrence des guerres civiles en Afrique. Pour parler quelques informations sur les guerres civiles en Afrique, c'est d'ordre général, c'est un phénomène très fréquent dans l'histoire récente de l'Afrique. Depuis les années 80, 80% des pays africains ont connu au moins une année de guerre civile. Et quand une guerre civile commence, elle peut durer de nombreuses années, comme on le sait, et parfois plusieurs décennies. Et les guerres détruisent des sociétés à tous les niveaux. Pour prendre un exemple, prenons le cas du Sierra Leone, un pays d'Afrique de l'Ouest. Il a été en guerre civile de 91 à 2002, plus d'une décennie. Et pendant la guerre, pour vous donner quelques ordres de grandeur, 1 million de personnes ont été déplacées, 50 000 civils ont été tués, et le revenu moyen du pays a chuté de 40%. Dans le pays a chuté de 40%. Et sachant que le Sierra Leone était déjà un des pays les plus pauvres au monde, avant la guerre. Donc cette guerre a fini de dévaster ce pays. Maintenant, que disent les scientifiques et les sciences sociales à propos du lien entre les deux phénomènes, climat et conflit? Je m'appuie ici sur un article assez récent qui est paru dans la revue Science, publié par des économistes,
notamment des chercheurs de l'université de Berkeley en Californie, qui ont fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc c'est plutôt d'habitude quelque chose qui se fait plus en sciences dures, quoi, en sciences biologiques et en sciences qu'en économie. C'est une analyse d'analyse. Donc ils se sont basés sur plus de 60 recherches qui avaient été faites, 60 recherches quantitatives, donc sur des données quantifiées en économie, en psychologie, en histoire et en sciences politiques. Et le résultat principal de cette étude est qu'il existe un lien entre climat extrême et violence. Donc dans leur étude, il y a notamment des expériences de laboratoire en psychologie, différents types d'études, des études à l'échelle localisée d'une ville, à l'échelle d'un pays ou encore à l'échelle du monde. Ils ont pris en compte 27 études, 27 études quantitatives qui existaient en économie sur l'Afrique, et ils ont réanalysé ces études pour montrer que un climat plus chaud ou plus sec est associé à plus de guerres civiles. Si on pense à ce que je l'ai dit tout à l'heure sur l'augmentation de 2 degrés de la température, on peut prédire à partir de leur étude que la fréquence des conflits violents devrait augmenter de 40%. Comment résoudre le problème? Les agronomes proposent des variétés de cultures résistantes à la sécheresse. Les économistes proposent l'introduction de divers systèmes d'assurance climatique qui n'ont pas fait leur preuve pour l'instant, il faut le dire. Et donc la vérité, c'est qu'aujourd'hui, personne ne connaît la solution à ce problème. La solution qui saute aux yeux, ce serait de dire qu'il faut empêcher le réchauffement climatique, empêcher les émissions polluantes. C'est certainement pas simple à mettre en œuvre, ça on le sait aussi. L'expérience des négociations internationales le prouve. Mais ça, c'est pas un débat dans lequel je vais rentrer aujourd'hui, car les mécanismes sont potentiellement multiples et variés, et donc si c'est le cas, il est difficile de les distinguer si on reste à une échelle trop globale. Et juste pour vous donner une idée d'un des mécanismes qui est le plus souvent mis en avant par les chercheurs pour le lien entre climat et conflit, c'est l'impact négatif des sécheresses sur les revenus des ménages ruraux, qui est la cause la plus souvent mise en avant. Et pourquoi ça pourrait entraîner des conflits? Une des idées qui est avancée, c'est que le fait que les ménages ruraux deviennent plus pauvres, cela augmenterait les possibilités pour les groupes rebelles de recruter les gens. C'est une des causes avancées. Il faut encore prouver que scientifiquement que c'est une raison, c'est un mécanisme valable. Donc pour illustrer ça, je vais discuter le cas de la Somalie. Et je m'appuie pour cela sur une étude de l'IFPRI, qui est l'Institut international de recherche sur les politiques d'alimentation. Donc en Somalie, la Somalie est en conflit civil depuis 1991, il y a eu quelques périodes d'accalmie. Mais depuis le début de la guerre civile, il n'y a plus de gouvernement central qui contrôle l'ensemble du territoire. Le pays a été divisé on peut compter au moins 3 territoires qui sont plus ou moins autonomes. Somaliland au nord-ouest, Puntland au nord-est, et le reste qui comprend le centre et le sud du pays, avec la capitale Mogadiscio. Donc les conflits pendant la guerre ont eu lieu un peu partout dans le pays, mais principalement dans le centre et dans le sud. C'est dans le centre et dans le sud que les islamistes d'Al-Shabaab ont été les plus actifs dans ce conflit. Et malgré l'absence d'un gouvernement central, la Somalie a quand même maintenu son économie informelle, qui est dominée par l'élevage et l'exportation de bétail, et d'autres activités un peu moins importantes. Et traditionnellement, le secteur de l'élevage est central dans la vie économique et culturelle de la Somalie. Il correspond à peu près 40% de la production du pays et 90% de la production nationale agricole. Et ça représente plus de la moitié des exportations, de la valeur des exportations.
Donc on sait aussi que les sécheresses sont fréquentes en Somalie, et les sécheresses prolongées ont tout de même, et consécutives, ont quand même menacé son économie. Ce qui n'aide pas, c'est que, comme dans beaucoup de pays africains, les marchés du crédit et de l'assurance ne fonctionnent pas correctement, et les aides publiques n'étaient pas existantes, donc on ne pouvait pas prévenir les conséquences de la sécheresse pour les ménages ruraux. Et donc les systèmes qui étaient utilisés pour amortir l'effet des sécheresses étaient le plus souvent limités, ou sont le plus souvent limités, à la solidarité de clans, la migration et la vente de bétail. Donc le problème, c'est que ces moyens pour limiter les conséquences des sécheresses sont peu efficaces lorsque les sécheresses sont importantes, et surtout lorsqu'elles surviennent à des échelles géographiques larges, car une grande partie de la population est touchée en même temps, et la migration qui est nécessairement lointaine engendre des coûts très importants liés au transport, notamment au transport du bétail, ainsi que tous les biens des ménages, et elle est souvent inefficace lorsque la sécheresse est très répandue, puisque le lieu de destination est souvent aussi affecté par la sécheresse, a des chances d'être affecté aussi par la sécheresse. Donc la solution, c'est souvent, pour les ménages qui ont besoin d'argent, de vendre leur bétail en cas d'extrême nécessité. C'est souvent la seule façon d'éviter la faim. Et le problème, c'est que la vente de bétail entraîne le plus souvent le ménage dans la pauvreté, et une pauvreté dont il est très difficile de sortir. C'est comme si on coupait un arbre, dont on ramasse les fruits. Une fois qu'on n'a plus l'arbre, c'est difficile de sortir de ce qu'on appelle une trappe à pauvreté, classiquement. Et donc, dans ce contexte de pauvreté et d'absence d'emploi, ce genre de contexte est très favorable aux groupes extrémistes tels que Al-Shabaab. Ils peuvent relativement recruter des combattants, des supporters, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'autres avantages. Pour appuyer ce propos, je peux citer le directeur de l'Agence des réfugiés des Nations Unies en Somalie, qui a déclaré en 2011 que cette famine, qui était liée à la sécheresse 2010-2011, a été une aubaine pour la campagne de recrutement d'Al-Shabaab, car lorsque vous n'avez plus les moyens d'acheter de la nourriture, vous êtes rassuré d'être recruté, car vous allez être sauvé. Vous allez recevoir un salaire ou de la nourriture. Et on s'appuie aussi sur des interviews qui ont été menées auprès des déserteurs d'Al-Shabaab. Ils révèlent qu'ils utilisent Al-Shabaab une combinaison de paiements en liquide, de promesses de salaires réguliers, mais aussi des menaces, et ils utilisent aussi la force. Pour dire un mot sur l'étude de l'IFPRI, ils ont montré que, je peux aller assez vite là-dessus, que le mécanisme principal qui avait entraîné des conflits en Somalie était la chute du prix du bétail. Quand les ménages sont obligés de vendre le bétail, tout le monde fait ça en même temps que les sécheresses sont importantes, les prix des bétails chutent, et le fait de vendre du bétail devient encore moins avantageux, et la pauvreté s'accélère. Et ce genre d'études statistiques permet aussi d'exclure d'autres possibilités, d'autres causes, par exemple telles que les rancœurs historiques entre les pastoralistes et les agropastoralistes, des fragmentations sociales ou ethniques dans la population, des choses liées à la densité de la population, des conditions institutionnelles spécifiques locales, des éléments liés aux infrastructures de transport, à la géographie, etc. Donc ça ne permet pas d'évacuer tous les autres mécanismes possibles. Puis ici, les auteurs montrent que c'est lié aux variations du prix du bétail, mais ça permet, ce genre d'étude permet d'exclure certains mécanismes. Une grande partie des mécanismes qu'on pourrait imaginer jouer un rôle. Les conditions climatiques ne provoquent certainement pas à elles seules les conflits, mais que les changements des conditions climatiques peuvent altérer les conditions dans lesquelles les interactions sociales amènent à des conflits. Un parallèle que je trouve intéressant avec les accidents de voiture les jours de pluie. Les accidents de voiture sont plus souvent dus à des erreurs de conduite ou un problème mécanique. Cependant, les fortes pluies peuvent accroître les chances d'une erreur de conduite ou qu'une petite erreur se transforme en accident. Et donc, sans les erreurs de conduite et les problèmes mécaniques, la pluie n'entraînerait pas un risque d'accident. Mais sans la pluie, il y aurait quand même des accidents. C'est pareil pour le changement climatique et les conflits. De la même façon, le changement climatique
les variations climatiques ne sont certainement pas nécessaires ni suffisantes pour entraîner des conflits, mais elles peuvent avoir un impact important sur la probabilité que les conflits, même que les guerres civiles éclatent. Voilà, je vous remercie.